Hey, tu vas adorer cette interview avec David Brumley, professeur à la CMU et fondateur de For All Secure. Nous parlons de la vente de solutions de sécurité au département de la Défense, de la façon dont il a levé des dizaines de millions de dollars auprès de fonds de capital risque de premier plan et de comment sa start-up est l'aboutissement de plus de 10 ans de recherche académique. Reste avec nous. David, merci d'être venu sur le podcast. Je suis ravi de discuter avec toi. Je suis ravi d'être ici. Je voudrais commencer pour ceux qui n'ont pas de définition du test statique de sécurité des applications. Pouvez-vous d'abord expliquer ce que c'est, ainsi que les éventuelles lacunes, défauts ou opportunités que vous avez constatées dans ce modèle et sur lesquelles vous vouliez innover avec votre entreprise? C'est simple à expliquer. Je vais prendre une analogie. Avez-vous déjà rédigé un document sous Microsoft Word et utilisé la correction grammaticale? Oui. La vérification grammaticale, c'est de l'analyse statique. D'accord. Et donc tous ces avertissements que la vérification grammaticale vous donne, certains sont utiles, mais la plupart ne le sont pas, c'est ce que fait l'analyse statique. Et actuellement, ce que les gens pensent devoir faire, c'est exécuter l'analyse statique quotidiennement, à chaque fois qu'ils intègrent du code. Imaginez lancer une vérification grammaticale et recevoir toujours les mêmes faux positifs. Ce que nous avons découvert grâce à la recherche à l'université Carnegie Mellon, à l'innovation de la DARPA et maintenant dans une entreprise commerciale, c'est que nous pouvons en apprendre beaucoup plus sur ce qui est vulnérable. En exécutant le programme et en utilisant notre intelligence pour anticiper les problèmes, plutôt que de l'analyser comme un simple correcteur grammatical statique. Compris. Donc, est-ce que cela fonctionne essentiellement en synchronisation ou en parallèle avec les opérations réelles du logiciel lui-même? Oui, c'est le cas. Donc le nom de notre produit est Mayhem. Ce que fait Mayhem, c'est qu'il exécute l'application puis essaie de la pirater. Pour une marque de sécurité, on attend des symboles forts, un chien de garde, mais Mayhem pourrait presque effrayer quelqu'un qui cherche la sécurité. L'histoire de Mayhem, c'est que Mayhem est différent. La plupart des produits du marché essaient tôt de vous alerter sur tout. Imaginez ça comme, vous savez, si vous avez déjà fait une inspection de maison ou quelque chose qui essaie vraiment d'aller dans les détails et de signaler chaque petite chose, même celles qui n'ont pas d'importance. La raison pour laquelle nous avons inventé Mayhem, c'était que Mayhem se comporte plus comme un véritable attaquant et essaie de trouver des failles zero day. Il ne met pas en évidence une ligne de code. Il vous fournit en fait un exploit. Et bien sûr, lorsque vous l'exécutez, vous pouvez voir ce qui n'a pas fonctionné. L'idée est que, grâce à Mayhem intégré à votre DevOps, vous éviterez le chaos après la livraison du logiciel, en le maîtrisant dans un environnement contrôlé. Compris. Donc, l'entreprise a été fondée à partir de cette recherche. Avez-vous fait un transfert de technologie universitaire? Comment la création de l'entreprise a-t-elle eu lieu? L'histoire de l'entreprise, c'est que nous avons commencé à Carnegie Mellon avec ce problème. Nous voulions trouver des failles exploitables avant les attaquants. Quand je parle de failles exploitables, tous les logiciels ont des bugs, mais certains permettent aux attaquants de prendre le contrôle de votre machine. Nous voulions les identifier avant eux. Nous voulions aussi le faire sur des logiciels que nous n'avions pas écrits. J'ai une opinion plus radicale que la plupart de la communauté de la cybersécurité. Chacun devrait pouvoir vérifier ses logiciels pour des vulnérabilités, pas seulement le développeur. Alors nous avons commencé à travailler sur cette technique appelée Mayhem à l'université Carnegie Mellon, et en fait nous y avons consacré environ 10 ans. Waouh! Et vous savez, cela a reçu le prix du meilleur article, tous ces prix académiques. Puis en 2014, la DARPA a lancé ce qu'ils ont appelé le Cyber Grand Challenge. Ils ont dit « Aujourd'hui, les attaquants ont durablement l'avantage car il y a plus d'attaquants que de défenseurs et leur tâche est trop grande. Mais si on pouvait construire quelque chose comme une voiture autonome, mais pour la cybersécurité, et si on pouvait la rendre autonome ?» C'est ainsi qu'ils ont lancé ce défi, appelé le Cyber Grand Challenge. Ils ont dit qu'il fallait parcourir cette route entièrement en autonomie, comme pour les voitures autonomes. Ce que nous allons faire, c'est organiser une combat cyber, et nous allons voir si les machines peuvent faire ce que les humains font. Et donc nous avons participé à cette compétition. Nous avons en fait gagné. Nous avons remporté 2 millions de dollars, et cela a permis de lancer notre entreprise. C'est pour cela que nous n'avons pas eu besoin de lever des fonds d'amorçage. De nombreuses entreprises prétendent avoir une technologie révolutionnaire. La nôtre a même été exposée au musée Smithsonian. C'est impressionnant. Et donc nous étions assis là à nous dire « Hey, c'est vraiment une technologie géniale. Elle a été validée de manière indépendante lors d'une compétition internationale. C'est quelque chose dont le monde a besoin. » C'est différent. Consacrons-y le temps et les efforts nécessaires pour la commercialiser. Après quelques années de recherche, nous avons levé notre série A pour tenter de lancer sur le marché en 2008. Et donc vous avez parlé de ces 10 années de recherche précédentes et de tous ces universitaires. C'est en s'appuyant, vous savez, sur le travail des géants du passé. Je reste très curieux sur la motivation personnelle
On tombe sur d'autres entrepreneurs qui disent « vous savez, moi, je vendais des dessins ou de la limonade depuis mes plus jeunes années. Et pour moi, ça a toujours été une question de vente, de jeu ou de construction du système. Mais après avoir passé tant d'années avec un parcours dans la recherche, je ne pense pas que la motivation ou l'impulsion initiale pour quelqu'un comme vous était purement l'application commerciale ou le potentiel entrepreneurial. Dans une certaine mesure, y avait-il aussi simplement la stimulation intellectuelle liée à la résolution du problème en elle-même? Comment établissez-vous peut-être une hiérarchie entre ces motivations? Aujourd'hui encore, notre motivation n'est pas commerciale, mais de changer l'approche mondiale de la sécurité informatique, car nous sommes en train de perdre. La façon dont j'ai commencé est en fait assez drôle. Juste après l'université, j'ai travaillé à Stanford au service informatique, d'accord? Donc dans une université, mais au service informatique. Et Stanford se faisait pirater tout le temps. Le réseau était ouvert. N'importe qui pouvait faire tourner des machines. Et mon travail, c'était d'essayer de trouver les personnes dont les machines avaient été compromises, puis de régler le problème. Et donc je me souviens qu'un jour, il y avait une machine qui avait été piratée et qui appartenait à un lauréat du prix Nobel. Et vous savez, moi, tout juste diplômé de licence, je l'ai appelé, un peu intimidé, en lui disant « Votre machine a été piratée. Vous allez devoir la réinitialiser et la réinstaller. » Il l'a finalement fait, n'est-ce pas? Comme la plupart d'entre nous, il disait « Est-ce que je dois vraiment le faire ?» Et je lui ai dit qu'il devait le faire. Ensuite, il a réinstallé et il a tout fait correctement en matière de sécurité. Tout. Il a fait les mises à jour, il a sécurisé son ordinateur, mais 2 semaines plus tard, il s'est fait pirater à nouveau. Et ce qui s'est passé, c'est que l'attaquant avait trouvé une toute nouvelle vulnérabilité, ce qu'on appelle un zero day, quelque chose qui n'est pas encore corrigé, et il a exploité sa machine, puis il s'en est servi comme point d'appui pour compromettre toutes ses machines à Stanford. Une des histoires assez amusantes, c'est que l'une des machines s'appelait corgi.stanford.edu. Il s'avère que c'est le nom DNS complet de ce qui est aujourd'hui connu sous le nom de Google Stanford.edu ou Google. Waouh! Donc j'ai appelé, en fait j'ai un email avec Larry. Je suis sûr que, vous savez, je me souviens de lui. Lui, il ne se souvient pas de moi. J'ai dit que la machine avait été piratée et j'ai aidé Larry à fermer Google Stanford.edu. À l'époque. Mais cet événement m'a marqué parce qu'il a vraiment mis en évidence que, en tant que défenseur, j'étais simplement réactif. Quand l'attaquant trouvait un nouveau moyen d'attaquer, je ne pouvais qu'essayer de réparer les dégâts après coup. J'ai quitté mon travail pour obtenir un master puis un doctorat et j'ai axé ma recherche sur comment trouver et automatiser la détection de ces failles en premier. C'est donc un peu comme ça que tout a commencé il y a de nombreuses années en essayant de résoudre le problème que j'avais, à savoir que j'étais toujours en train de courir après les autres. Comment reproduire à grande échelle les techniques des attaquants et les maîtriser en amont pour être proactif. Et donc, une fois que vous remportez ce prix, ce qui est une énorme validation, vous savez, les juges de la compétition disent effectivement que c'est le projet le plus impressionnant, le plus convaincant ou celui avec le plus de potentiel. Comment cela devient-il un résultat commercial? Vous avez dit être presque revenu à la recherche pour vérifier l'applicabilité et la viabilité commerciale. Donc je suppose que depuis ce moment-là jusqu'à la série A, quelle case deviez-vous cocher pour, vous savez, prouver la viabilité de l'entreprise? Oui, en recherche, il existe différentes étapes. À l'université, on fait surtout des choses fondamentales et basiques. Lors du concours DARPA, il fallait réussir une seule démonstration. Pour leur concours de voiture autonome, il suffisait que la voiture fonctionne une fois sur une durée limitée. Sur ce parcours spécifique pour ce jour précis. C'est un terrain d'entraînement artificiel, représentatif, mais artificiel. Donc pendant les années suivantes, ce que nous essayions de comprendre, c'était comment construire un produit autour de cela qui soit évolutif, reproductible et qui puisse s'intégrer au flux de travail existant des gens. Pour prendre une analogie, regardez où en est Tesla aujourd'hui par rapport au concours de voitures autonomes d'il y a 15 ans, ça prend du temps. Donc une grande partie du travail que nous faisions consistait à passer à l'étape suivante. Comment diffuser cela à grande échelle? Nous savons que l'idée fonctionne. Elle a été validée de manière indépendante. Comment faisons-nous? Nous étions aussi motivés personnellement. La Chine a refait cette expérience de la DARPA 4 fois. Donc ils essaient de développer la même technologie que nous. Nous avons ressenti une motivation personnelle à le diffuser, mais aussi l'urgence de le partager. Les États-Unis ont besoin de cette technologie. Les entreprises américaines ont besoin de ça pour battre les attaquants. Donc en fait, ce que ça veut vraiment dire, c'est que les clients pour ça, et nous, tu sais, on a entendu parler de l'attaque SolarWinds ou du piratage SolarWinds. Si les gens font attention, tu sais, à certains des gros titres concernant les affaires, le gouvernement et la géopolitique, c'est bien ça.
Le client final pour ce type de solution n'est pas seulement les grandes entreprises du classement Fortune 500, mais aussi nos plus grandes institutions et gouvernements, pour qui la sécurité est à la fois essentielle et une responsabilité majeure avec des enjeux élevés. Exactement. Pour de nombreux spécialistes de la sécurité, la confidentialité est la principale inquiétude. Ils craignent le vol d'informations des utilisateurs. Mais quand tu regardes les niveaux auxquels nous nous intéressons, n'importe quel type de bug sur un avion, une voiture, un système d'armes, tu vois, c'est un gros problème. Même quelque chose qui rend simplement le système indisponible. Quand tu veux partir mais que tu ne peux pas, c'est un gros problème. Et ce que nous avons constaté, c'est que notre stratégie initiale de mise sur le marché s'est en fait très bien traduite auprès d'entreprises comme Roadblock et Cloudflare, qui ont justement ce même besoin. Où il ne s'agit pas seulement de sécurité au sens de « garde mes informations personnelles privées », mais ce système est critique et elle doit rester opérationnelle en permanence. Oui, ils sont généralement évalués sur leur disponibilité, l'objectif étant un taux de 99,9999%. Exactement. Et ils écrivent en des logiciels sur mesure. Vous savez, le logiciel qui se trouve dans un avion ou sur un serveur cloud, tout ça, c'est du logiciel personnalisé. Alors, raconte-moi, au moment de la levée de fonds série A, est-ce qu'il y avait déjà des clients en place ou est-ce que c'était vraiment juste le moment où le produit était enfin prêt à être lancé? Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Parce que tu parles de certains clients que tu as réussi à décrocher. Oui, c'était une période intéressante. Lors de la présentation pour la série A, plusieurs personnes utilisaient l'un des JAM. Mais tous nos clients étaient bien plutôt sur des contrats de service, c'est-à-dire que quelqu'un venait nous voir en disant « Est-ce que vous pouvez nous aider à adapter ça à notre environnement ?» Et la plupart du temps, on facturait le travail pour faire ça. Et en fait, on avait des revenus assez raisonnables. Et quand on est allé chercher la série A, on a même eu des offres de plusieurs grands fonds de capital risque. Finalement, on a accepté celle de NEA. Nous leur avons expliqué que nos revenus actuels viennent des services, mais nous voulons passer à un modèle de produit sur abonnement. On va d'abord laisser ces clients, puis relancer la relation avec eux via des abonnements pour développer l'entreprise. En d'autres termes, c'est le modèle SaaS B2B classique, l'un des plus attractifs du monde des affaires. En général, les frais d'abonnement SaaS sont souvent inférieurs à une facture classique dans un modèle de service. L'idée est d'attirer plus de clients qui utilisent ce logiciel en plug and play, le rendant ainsi plus évolutif et avec un fort potentiel de croissance. Absolument. Cela dépasse le B2B, c'est vraiment basé sur l'abonnement. Regardez Netflix, tout le monde le fait. Et donc j'aime le modèle basé sur l'abonnement parce qu'il aligne vos intérêts avec ceux du client. Autrefois, avec un modèle de service, c'était du one-shot. Vous livriez puis partiez. Avec l'abonnement, il faut prouver sa valeur en continu. L'une des choses qui m'intéresse quand j'échange avec des profils techniques comme vous, c'est la catégorie dans laquelle je vous placerai. Ce qui ressort clairement de l'histoire que vous avez partagée jusqu'à présent, c'est le moment où cet ensemble de compétences, qui est très spécifique, doit ensuite se combiner avec la vente. Et comment vous abordez en fait l'une des autres compétences les plus difficiles dans tout le domaine des affaires, à savoir la vente grand compte. Ce sont parmi les experts les mieux rémunérés du secteur quand on en fait son métier. Comment avez-vous réussi à combiner ces deux compétences ou à faire en sorte que votre organisation soit capable de répondre à ce besoin en plus des capacités technologiques? Vous avez raison, c'est difficile. Étonnamment, les professeurs doivent bien savoir vendre pour obtenir des financements. Avant cela, j'ai vendu des aspirateurs Kirby et des couteaux Cutco, donc j'avais déjà un peu d'expérience en porte-à-porte. Mais je pense qu'une partie de ce que tu demandes va au-delà de la simple capacité à vendre. C'est comment construire une organisation et une machine commerciale. Ça, c'est difficile. Donc la première chose que j'ai faite avec notre série A, c'est que j'ai fait venir une directrice des opérations pour m'aider. Elle s'appelait Tiffany. Elle était incroyable dans ce domaine. Et elle nous a aidés à passer à l'étape suivante, où nous avons mis en place notre département marketing. Nous avons eu notre premier département des ventes et notre premier commercial. Après la série B, nous avons recruté un nouveau responsable vente et marketing pour continuer à monter en puissance. Mais je pense que ce que tu veux dire, en fait, c'est qu'il est vraiment important de s'associer et de faire venir cette expertise, là où des personnes l'ont déjà fait, alors que moi je ne l'ai pas fait. C'est ça. Et l'autre point aussi, c'est qu'on parle d'un produit DevOps. Donc la sophistication technique nécessaire pour même réaliser la vente. Tu ne peux pas simplement te baser sur des évidences de base partagées par tous. Tu vois, on ne peut pas juste dire « ce serait bien s'il y avait moins de circulation » ou « ce serait bien si la nourriture était plus savoureuse ». Là, on parle de quelque chose qui a un certain degré de sophistication. Tu l'as même un peu simplifié pour moi, sachant que je ne connais pas grand-chose à la cybersécurité. Mais il faut quand même être capable de parler le langage du DSI, du directeur technique. Qui est responsable de ces décisions vraiment cruciales et qui a toute cette sophistication pour faire la part des choses?
Oui, c'était un électrochoc d'une certaine façon. Je suis assez technique et beaucoup de mes amis RSSI l'étaient aussi, ou avaient ce bagage. Mais ce qu'on a vraiment vu au cours de la dernière décennie, c'est l'essor des RSSI et des DSI qui sont vraiment orientés business plutôt que technique. Ils sont surtout chargés de la gestion d'entreprise, même s'ils sont compétents techniquement. Donc être capable de leur expliquer pourquoi nous sommes uniques et pourquoi nous sommes importants a fait partie du parcours, n'est-ce pas ? Parce que la sécurité, c'est un domaine très bruyant. Tout le monde prend la parole en disant « Regardez, vous pourriez être piraté. Vous devriez acheter notre produit et il faut trouver des moyens de vraiment se démarquer. » C'est aussi d'un point de vue probabiliste ce genre de réflexion du type « et si ?» J'imagine une infinité de scénarios comme « et si quelqu'un lançait un boomerang par la fenêtre ?» et si c'était leur point d'entrée. C'est vrai, ce n'est sans doute pas très probable. Avec peu de ressources pour me défendre, je ne vais pas commencer par ce scénario, mais plutôt par la porte d'entrée. Donc, en ce qui concerne la façon d'articuler la différence à ce niveau-là, il faut vraiment que ce soit un problème intéressant à résoudre. C'est le cas, et probablement pendant les premières années, non ? Il faut apprendre à segmenter et à comprendre parmi tous les clients possibles à qui cela parlera le plus. Aujourd'hui, c'était difficile parce que la sécurité est très transversale, c'est-à-dire que tout le monde en a besoin, non ? Que vous dirigiez une petite entreprise ou une pizzeria, n'est-ce pas ? Personne ne souhaite voir ses caisses piratées, qu'il s'agisse d'une petite entreprise ou d'une entreprise du Fortune 500. La manière de parler, vendre et approcher ses clients diffère beaucoup. Ce fut une expérience d'apprentissage enrichissante. Qu'en est-il de la segmentation entre institutions privées et publiques ayant des processus décisionnels et cycles de vente très différents ? Pouvez-vous en parler ? Oui, en fait, c'est drôle. Ce que j'ai trouvé le plus différent, par exemple, en allant au ministère de la Défense par rapport aux grandes entreprises, c'est la perception des gens que c'est différent, plutôt que la différence réelle. Ce qui est intéressant, c'est que je connais un peu la façon dont le ministère de la Défense fonctionne, mais il n'y a pas tant de différence que ça entre eux. Pourtant, on a largement l'impression que si. Dans tous ces cas, il faut lancer un projet pilote pour démontrer la valeur, et en général, ce pilote... Vous allez parler à une entreprise, au propriétaire de l'entreprise, n'est-ce pas ? Le RSSI, quelqu'un qui a le budget, puis cette personne va déléguer le travail réel à quelqu'un d'autre. Une partie du projet pilote consiste à le faire, puis à démontrer le succès après réalisation. Ensuite, ils doivent déterminer de quelle partie du budget de cette année ils vont prélever cela. Donc ça remonte au sommet, et cette partie-là est en fait la même. Dans les grandes entreprises, comme au ministère de la Défense, j'ai constaté un grand défi lié aux achats. Ce qui m'a surpris, mais c'est tard, mais c'est un vrai problème lors d'un achat. Je vous convainc d'acheter, n'est-ce pas ? Mais vous êtes intelligent. Donc ce que vous avez fait, c'est que vous avez délégué cela à quelqu'un d'autre pour faire toute la négociation, n'est-ce pas ? Le grand méchant, le bon flic, le mauvais flic. Et c'est vrai que ce soit Cloudflare, Roblox ou autre chose. Il y a ce gars à qui on a délégué la tâche et maintenant je dois aller lui parler. C'est pareil dans l'administration. Je pense que la plus grande différence que nous voyons vraiment, c'est simplement le volume de formalités réglementaires que nous devons remplir lorsque nous traitons avec notre ministère de la Défense. C'est bien plus élevé. Je veux dire, notre technologie est utilisée dans des environnements classifiés, donc nous avons des réseaux fermés que nous n'offrons pas commercialement, mais le cycle de vente n'est pas si différent. Il y a sûrement cette perception. Puis-je vous raconter une histoire ? Cela va tout expliquer. Nous allions lever une série B et avions déjà d'excellents clients comme Cloudflare et Roblox. De grands noms l'utilisent et en sont satisfaits, mais je ne peux pas tous les citer ici. Nous avons des clients prêts à donner des témoignages, à répondre aux investisseurs et à faire des entretiens individuels avec eux. Nous avons des clients qui veulent investir dans notre équipe. Puis-je avoir une petite pause ? Je veux insister là-dessus. Un point important ici, c'est que les investisseurs contacteront les clients actuels pour comprendre pourquoi c'est si précieux selon eux. Il existe ici une incitation intéressante. Si vous travaillez bien, le client souhaite que vous obteniez plus de financement. Vous investirez plus dans le produit et leur offrirez plus de valeur sans inventer d'histoire aux investisseurs. Mais vous vous dites presque à vous-même, enfin du moins pour les entrepreneurs en phase de démarrage, je pense qu'il y a comme une hésitation à simplement demander plus, à demander des choses. Une fois ce client acquis et un bon travail réalisé, vous pouvez multiplier vos efforts avec lui. Et mec, vous en avez absolument besoin. Donc ça, c'est un excellent point. Quand vous levez des fonds en amorçage, je ne sais pas si vous aurez besoin de montrer que vous avez des clients. Même pendant la série A, ils ont effectué peu de vérifications. Mais au fur et à mesure, quelque chose que vous devez cultiver, c'est cette relation avec des clients qui ne sont pas seulement des clients, mais qui sont prêts à passer du temps supplémentaire pour faire connaître votre produit. Oui, et il y a plusieurs approches. L'une des choses que nous avons faites, c'est que nous avons en fait un conseil consultatif.
Ou des clients existants contribuent à la feuille de route du produit. Nous transmettons des informations et présentons des choses à certaines personnes soigneusement choisies, mais nous pouvons aussi les solliciter quand elles reçoivent une demande. Évidemment, leurs besoins vont être plus importants dans la feuille de route du produit. Mais ensuite, quand nous venons leur dire « Hey, nous voulons réaliser ce que vous souhaitez, pouvez-vous nous aider ?», ils sont plus enclins à le faire. Désolé, j'ai interrompu ton histoire, cependant. Anecdote amusante. On avait d'excellents clients et NEA, un fonds majeur, nous soutenait. Il disait « Ce sera facile pour toi de lever des fonds ». En parcourant la fameuse liste de Sand Hill Road, j'ai remarqué que de nombreux capital risqueurs pensaient que le DOD, c'était mauvais. L'un d'eux a dit « On va ramener à zéro tous tes revenus des produits pour le DOD ». C'est la seule chose contre laquelle je mettrai en garde les fondateurs. Ouh. Quand on travaille dans l'administration, il y a en quelque sorte deux façons de faire les choses. Vous pouvez vendre un produit ou des services. À mon avis, les capital risqueurs, ayant déjà été trompés, sont désormais très prudents et certains VC savent distinguer les deux. Mais cela va certainement être un inconvénient avec d'autres. Et je mentionne cela parce que ici, à Pittsburgh, nous sommes une ville très technologique. Il y a beaucoup de professeurs, beaucoup d'entre eux se disent « Je vais y aller et je vais obtenir ce financement pour petite entreprise, ce SBIR de l'armée ou autre. Je n'ai pas besoin de lever des fonds et je peux déjà avoir mes premiers clients, ce qui peut être un vrai succès. » Ce n'est pas clairement une bonne chose. Financièrement, oui, mais ce n'est pas si évident. Je vais vous expliquer pourquoi. Les investisseurs en capital risque reçoivent dans Bolbo de nombreuses présentations et ne savent pas si c'est un revenu de service ou de produit. L'autre chose qu'ils essaient de valider, et nous avons dû travailler encore plus dur pour montrer que ce n'est pas le seul marché sur lequel on peut jouer. Moi, naïvement, j'ai regardé la taille du budget fédéral dans la sécurité. Vous savez, en série A, je me suis dit, regarde juste ça. Le TAM est énorme, on peut le capturer. Ce que les VC veulent te montrer, c'est que tu peux aussi capturer le TAM dans le secteur commercial. Et donc c'est une autre chose que j'ai apprise, parce que notre intérêt initial était surtout fédéral. Et j'ai vraiment amplifié ça. Tous les livres disaient « Attention à vos premiers clients ». Je dirais à tout fondateur dans ma situation que c'est vrai. Sauf si c'est le DOD, allez chercher de bons clients commerciaux. Oui, donc j'ai écouté Palmer Luckey qui a fondé Oculus, l'a vendu à Facebook, puis a fondé Anduril qui est une entreprise de défense. Un domaine très différent, mais il a également parlé de ses difficultés à lever des fonds pour son entreprise technologique. Parce que, comme vous le savez, c'était directement lié au département de la défense en tant que client principal. Et il y avait, vous savez, un groupe relativement restreint de capital risqueurs qui, soit, vous savez, cela faisait partie de leur thèse d'investissement macro, soit ils avaient un cadre pour se sentir à l'aise avec cela. Mais c'est vraiment intéressant. Vous savez, il y a certains investisseurs qui peuvent aussi ne pas avoir le bagage ou la sophistication nécessaire pour connaître, comme vous le dites, la différence entre les revenus de services et les revenus de produits. Absolument. Donc tous les meilleurs capital risqueurs sont excellents. Comme NEA, A16Z, toutes ces personnes sont excellentes. Mais il faut imaginer, vous savez, simplement du point de vue du capital risqueur, ils essaient de valider que c'est quelque chose qui va croître avec le temps et leur donner des preuves de cela. Gardez cela en tête. Je pense que l'autre chose intéressante, c'est que lorsque vous présentez votre projet à un capital risqueur, celui à qui vous le présentez peut adorer et il va se battre pour vous. Mais il y a tout un autre comité de personnes quand vous commencez à parler de lever des fonds importants, de l'argent, vous savez, du vrai argent. Donc en fait, vous vous adressez à un comité, pas seulement à eux. Compris. Donc, un autre élément du modèle économique SaaS, vous parlez du projet pilote. Et si le projet pilote se passe bien, il y aura une mise en œuvre à plus grande échelle. Mais au-delà de cela, il y a la notion de land and expand. S'implanter chez le client, puis élargir progressivement les services pour accroître la valeur annuelle du contrat selon le travail fourni. Pouvez-vous expliquer comment cela fonctionne précisément dans le domaine de la sécurité? Est-ce que cela consiste à passer d'un département à l'autre? Est-ce que c'est, vous savez, déployer davantage de capacités? Comment cela fonctionne-t-il concrètement pour une entreprise comme For All Secure? Donc je pense que si vous arrivez et que vous êtes une entreprise qui propose une meilleure version de quelque chose qu'ils font déjà, c'est assez facile. Ils ont un budget et vous pouvez simplement montrer que vous êtes un peu meilleur dans la façon de déployer le système. Mais pour nous, les seconds, nous arrivons en disant que c'est une manière différente de faire les choses. En général, lors de la démonstration, une ligne de code retient particulièrement leur attention, car elle est cruciale pour leur mission. Et quand on commence à leur montrer, voilà comment je peux l'exploiter de nouvelles façons qu'ils n'avaient jamais imaginées auparavant. Ensuite, on obtient la validation. Puis on reçoit le budget initial, et souvent c'est juste pour ce seul projet. Et ensuite, ce que vous essayez de faire, c'est essentiellement d'intégrer le budget informatique. Parce qu'une fois que vous êtes dans le budget informatique, cela signifie que vous êtes déployé à l'échelle de l'entreprise. C'est maintenant simplement une partie des frais généraux, si vous le voyez comme ça. Et c'est aussi proche d'un coût d'infrastructure que possible.
Une fois que vous êtes intégré là, idéalement, il faut imaginer que le taux d'attrition sera considérablement plus bas. Absolument. Et ce que nous essayons de faire, c'est en fait d'intégrer leur cycle DevOps, ce qui était assez différent de ce que je pensais il y a 4 ans. Donc pour notre outil, nous avons juste besoin du code compilé. Ce que vous téléchargez, c'est ce dont nous avions besoin pour faire l'entrée et la sortie. Mais ce que nous avons constaté, c'est qu'une fois que vous êtes intégré dans le cycle de développement, vous devenez beaucoup plus indispensable. Il leur est plus difficile de vous retirer. Je dirais aussi, vous m'avez demandé tout à l'heure, la différence entre le DoD et le secteur commercial. C'est une grande différence. La stratégie Land and Expand est moins importante dans le DoD. Ils font beaucoup de travail au début, puis effectuent un gros achat unique. Compris. Eh bien, pour les entreprises, la stratégie Land and Expand a beaucoup plus de sens. Oui. Et il y a aussi, encore une fois, des investisseurs qui sont davantage, vous savez, axés, disons, sur la GovTech comme catégorie générale pour ce dans quoi ils pourraient investir. Et donc, ils seront beaucoup plus à l'aise avec ce cycle de vente et probablement aussi capables d'apporter des ressources du genre « voilà comment gérer ça et structurer votre entreprise pour ce type de cycle de vente », par opposition à un cycle plus, je ne sais pas si on peut dire conventionnel, mais plutôt orienté vers le privé. Absolument. Et vous voyez, nous essayons de faire les deux et nous continuons à faire les deux. La plupart de nos efforts sont maintenant concentrés sur le secteur commercial et sur son expansion. Mais c'est clairement un tour de force à réaliser, n'est-ce pas ? Ce n'est pas quelque chose qui arrive tout seul. Oui, c'est un niveau de difficulté élevé. En parlant de niveau de difficulté, et c'est un peu osé, mais nous venons d'avoir un autre invité, Wesley Gray, qui a parlé de la création de son entreprise alors qu'il était professeur à Drexel. La sienne est plus orientée vers la finance, mais en gros, il disait, vous savez, avec beaucoup d'ironie, c'est l'idéal pour lancer une entreprise car vous devez enseigner quelques cours et faire un peu de recherche. Mais vous avez tout ce temps libre pour simplement vous consacrer à ce qui attire votre attention. Pouvez-vous donc parler soit de confirmer cette idée que, vous savez, être professeur et essayer de lancer une entreprise en même temps est un très bon plan, soit aussi des défis particuliers que cela a pu apporter? Eh bien, tout d'abord, c'est un super plan. Je veux dire, si vous regardez la Silicon Valley, le fait que Stanford et Berkeley soient à proximité n'est pas une coïncidence. Oui. Je nuancerai ces propos, le défi pour de nombreux professeurs est de trouver comment amener leurs étudiants à financer l'entreprise où ils ne sont que conseillers ou actionnaires principaux. De cette façon, ils n'ont pas à faire tout le travail de développement de l'entreprise. Exactement. Et je n'ai pas réussi à faire ça. Mais si vous regardez Stanford, c'est quelque chose d'assez courant. Donc je pense que, oui, ce qui est génial à l'université, c'est que ce ne sont pas seulement vos idées, mais vous avez un flux constant des personnes les plus intelligentes qui arrivent, qui vous aident à affiner vos idées ou qui apportent leurs propres idées. Et donc juste cette idée de savoir par où commencer aide vraiment. Je pense que l'un des avantages d'être professeur, comme tu le dis, c'est que tu peux aussi prendre un peu de temps pour faire cela. Donc, à l'université Carnegie Mellon, tu as un congé pour créer son entreprise. Je peux te dire qu'il y a un inconvénient à cela cependant, et je pense que si tu parles à d'autres personnes ici, elles pourraient aussi en parler. En tant que professeur, j'ai travaillé dur pour être titularisé, surtout dans une université comme Carnegie Mellon où c'est difficile. Et si tu y réfléchis, ça fixe vraiment un minimum pour moi. Une obligation ou responsabilité? Obligation, responsabilité, mais c'est aussi un poste permanent. Cependant, la CMU accorde seulement 3 ans sans enseignement pour un congé pour créer son entreprise, il faut donc choisir. Vas-tu mener cette double vie ou te concentrer sur une seule ? Comme membre du corps professoral, tu peux profiter du meilleur des deux mondes un temps, mais il y a un compte à rebours. Et j'imagine que, personnellement, comment réfléchis-tu à ce choix? C'est sûrement la partie la plus difficile. J'aime enseigner aux étudiants, donc je garde un cours pour ce lien, ce qui aide aussi notre recrutement. À un moment, il faut choisir où être à plein temps. Par exemple, Luis Vonan de Duolingo a choisi d'enseigner une langue étrangère au monde entier. Et c'est là que son cœur était. Donc il a en fait quitté CMU. Je veux dire, il est toujours professeur affilié, mais pas, tu sais, professeur titulaire à vie. C'est ça. Et il y a aussi, dans une certaine mesure, espérons-le, les administrateurs ou les chefs des différents départements là-bas comprennent que quelqu'un qui est réellement sur le terrain en train de résoudre activement ces problèmes va avoir des leçons vraiment pertinentes à enseigner. C'est sans doute la principale idée reçue des gens, comme tu l'as dit. J'ai beaucoup d'idées reçues. J'apprécie ta franchise. Ramène-moi sur la bonne voie. Alors, tu sais... Si tu considères ça comme une entreprise, le vice-président académique pourrait penser que ce professeur crée une société dont CMU reçoit un pourcentage parce qu'il s'agit d'une spin-off. Ils veulent un peu que ça marche, c'est ce qu'ils font, non. Au final, ce sont les enseignants du département qui décident si tu peux rester. Ouais. Pas le vice-président académique. Ils n'ont aucune motivation commerciale. Ils vérifieront si tu encadres des étudiants, fais de la recherche et es actif dans la communauté scientifique. Ils n'ont pas à penser à l'argent, ce qui alimente l'idée erronée que c'est bon pour l'université.
Mais du moins, à l'université Carnegie Mellon, ceux qui prennent vraiment la décision, ce sont les professeurs. Je disais aussi que, par exemple, en donnant un cours, tu pourras enseigner aux étudiants un sujet de pointe que tu développes et déploies activement. Je pense que ce n'est pas seulement la pointe de la technologie. Quand tu reviens à l'université, on est très isolé de l'industrie. Et c'est comme dans n'importe quelle spécialité, non ? Par exemple, ton neurochirurgien ne saura pas forcément ce qu'un médecin généraliste fait, même s'ils sont tous les deux allés à la fac de médecine. C'est ça. Quand tu es professeur, tu deviens expert. Mais dans le monde des affaires, tu apprends vraiment comment tout cela est adopté en pratique. Et cela apporte beaucoup de nouveaux défis. Certains de mes articles préférés à lire maintenant parlent justement de professeurs qui ont une excellente idée et dont l'idée cartonnait dans la recherche. Et ils ont fondé une entreprise et tous les problèmes auxquels ils ont été confrontés n'étaient pas ceux auxquels ils s'attendaient. Quels sont les enseignements concrets à en tirer? Puisque tu as lu des articles comme ça, quels sont les points à retenir de tout ça? Un de mes exemples favoris vient des fondateurs de Coverity, créé à Stanford par mon ami Dawson Engler, puis vendu à Synopsys pour 300 millions. Et ce qu'il a dit, c'est « Écoute, au labo, on supposait que tout le monde utilisait ce compilateur appelé GCC. C'est un outil open source, tout le monde l'utilise. Mais quand tu vas dans l'industrie, chacun a ses propres petits frameworks qu'il utilise. Pour vendre, c'est la première barrière. Tu ne peux pas leur imposer ton produit. » Il a aussi mentionné, ce qui était intéressant en sécurité, qu'il possède un outil pour détecter des bugs. Tu lui vends et tu l'utilises. Et en tant que développeur, tu te dis « D'accord, j'ai 100 bugs à corriger. » Et tu informes ta direction « J'ai 100 bugs à corriger. » Puis Dawson améliore ses techniques et il en trouve 102. Tu l'exécutes, annonce à ton manager avoir 102 bugs, qui te demande alors si tu travailles mal et pourquoi le nombre a augmenté. Le fait que cette personne trouve plus de problèmes n'est pas forcément positif, même si tu as raison, car il faut penser à la manière dont elle les signalera. Et il y a presque un aspect social, tu vois, sur qui la faute va réellement retomber. Tu dois réfléchir, et ça m'a pris beaucoup de temps parce que c'est une affirmation tellement vague. Comment une personne en retire-t-elle de la valeur? Et je me disais, bon, ça ressemble juste à des conneries. En réalité, c'est une question profonde où tu dois réfléchir à la façon dont ton utilisateur va en retirer de la valeur et la faire remonter à la personne qui détient réellement le budget. Comment tu réfléchis à la valeur? Parce que j'ai donc un de mes personnages préférés dans le domaine de la réflexion business, c'est un gars qui s'appelle Alex Hormozy et il a son équation de la valeur. Et c'est ton rêve. Résultat multiplié par la probabilité que ce résultat se produise, divisé par l'effort nécessaire pour déployer la solution, multiplié par le temps de déploiement. Je peux te le dessiner, c'est plus visuel pour moi. Mais comment réfléchis-tu à ça? Donc l'un des grands avantages des startups, c'est qu'on apprend. D'abord, je dois dire qu'on apprend, et c'est différent selon les profils, honnêtement. Et c'est en partie ce que tu veux dire. Je pense que ce que tu as dit est une très bonne façon de voir les choses. Je pense que l'autre chose à prendre en compte, c'est la perception des gens. Donc, l'une des erreurs qu'on a faites au début, c'est que quand on lançait Mayhem, on n'expliquait pas à l'utilisateur le gain de temps. On disait juste « voilà un bug ». Oui. Mais en réalité, ce qu'on veut dire, c'est « voici l'effort humain que tu as économisé en essayant de le trouver, de le diagnostiquer, de le déboguer et de le corriger. » Parce qu'en réalité, c'est le temps gagné qui fait la valeur. Oui. Et je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas surestimer. Plus vous pouvez créer un rapport qu'une personne peut simplement imprimer et remettre à quelqu'un d'autre pour montrer la valeur, mieux c'est, du moins dans la vente entre entreprises. Au lieu de simplement supposer que tout le monde va penser qu'éliminer une vulnérabilité exploitable est une bonne chose. Tout le monde pense que c'est le cas, mais vous devez le chiffrer pour vos clients. Et c'est pourquoi, en bas, les diviseurs sont en fait les éléments à plus fort levier, comme combien d'efforts cela vous demande-t-il de déployer, combien de temps cela va-t-il prendre. Vous savez, c'est la raison pour laquelle Amazon est passé de la livraison en 2 jours à la livraison en 1 jour, puis à la livraison en 1 heure, et qu'un jour ils vont finir par vous livrer avant même que vous en ayez besoin. Et cela vous aide aussi avec la segmentation, n'est-ce pas? En gros, quand on intervient, ce qu'on dit c'est « Regardez, 25% du temps de vos développeurs est gaspillé à cause de faux positifs, n'est-ce pas? Les développeurs sont très bien payés. Disons $200 000 par an. Donc 25%, ça fait 50 000 par an que vous gaspillez tout simplement. Et donc, si on peut éliminer ça, vous économisez en tant qu'entreprise 50 000. Oui. Exactement. Cela vous aide à segmenter, car vous pouvez cibler quelles entreprises à cette échelle cherchent à économiser 50 000 $. Les petites entreprises, ces 5 ou 6 personnes, n'investissent que pas beaucoup dans des outils car la sécurité n'est pas leur priorité. Même en leur faisant gagner du temps, elles ne font probablement pas de sécurité. Il faut donc cibler précisément vos utilisateurs pour définir les propositions de valeur. Et l'une des choses que cela nous a aidé à faire, c'est de commencer à cibler des entreprises plus grandes où ces chiffres sont importants et où l'enjeu est vraiment d'optimiser le temps des gens plutôt que, par exemple, de simplement arriver sur le marché.
Cela vous aide aussi à fixer le prix selon la valeur et non selon le coût de déploiement ou de mise en œuvre, comme mentionné avec le modèle basé sur les services. Oui, absolument. Compris. David, c'était fantastique. Merci d'avoir partagé ton temps et tes idées avec nous. Avant qu'on pose nos 2 dernières questions habituelles et qu'on conclue, y a-t-il autre chose que tu espérais partager et que je ne t'ai pas donné l'occasion de dire? La principale chose que je veux partager, c'est que notre approche actuelle de la sécurité informatique ne fonctionne pas. Beaucoup de ce que vous voyez aujourd'hui, c'est juste réinvestir dans les mêmes idées sous un nouvel aspect. Je pense que ce que vous devez faire, c'est vous demander, si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on peut faire différemment? Et que vous utilisiez notre produit ou autre chose, je pense que c'est vraiment cette auto-évaluation. Est-ce que ce n'est qu'un nouveau coup de peinture où quelqu'un tient le même discours commercial, mais d'une manière un peu plus habile? Ou est-ce vraiment une façon différente de faire les choses? Et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire passer comme message. Si vous commencez à réfléchir à comment permettre à l'ordinateur de faire des choses pour vous. En prenant pleinement conscience, vous pouvez commencer à changer d'échelle d'une manière qui ne serait pas possible autrement, au lieu de simplement continuer comme avant en espérant un miracle. Je suis inspiré par l'opportunité qu'a For All Secure d'aider les gens à changer et tout ce que vous avez partagé sur la croissance de l'entreprise est vraiment passionnant. Pour ceux qui veulent en savoir plus, découvrir tout ce que vous faites, où les gens peuvent-ils vous retrouver en ligne? Le meilleur endroit où aller, c'est notre site web, forallsecure.com, forallsecure.com. forallsecure.com. Vous pouvez accéder à des livres blancs et à une version premium. Il existe aussi des versions gratuites de Mayhem pour tous. Actuellement, nous analysons plus d'1 millier de programmes open source, découvrons de nouveaux bugs et vulnérabilités et aidons à les corriger. Tout le monde peut essayer. Veuillez commencer sur forallsecure.com. C'est génial. Et le nom, donc, nous couvrons des entreprises très variées. Parfois, on ne voit pas le lien entre le nom de l'entreprise et son activité. C'est déroutant. Celui-ci est plus clair. Comment avez-vous choisi ce nom? Voilà comment on l'a trouvé. Notre logo est en fait un symbole mathématique. C'est le symbole pour tout en mathématiques. Compris. Et la façon dont nous l'avons trouvé, c'est que je ne pouvais pas créer un logo, mais ça, je pouvais le faire. Ouais. Et ça avait l'air plutôt cool, non? Ouais. Beaucoup de gens pensaient en fait que c'était un symbole d'anarchie, mais on disait non, c'est le symbole mathématique. Et en fait, ça a aidé notre marketing parce que ça cible un peu les bonnes personnes qui le comprennent. Les gens qui savent. C'est comme ça qu'on l'a choisi. On pensait que la sécurité devait être pour tout le monde, pas seulement pour les développeurs. Magnifique, j'adore. Nous mettrons ces liens dans les notes de l'émission accessibles dans l'application ou sur goingdeepwitherin.com, goingdeepwitharon.com, podcast pour chaque épisode. Mais avant de te laisser partir, David, j'aimerais te donner le micro une dernière fois pour lancer un défi personnel concret à notre audience. Ce à quoi j'ai pensé et que j'essaye de faire, c'est de prendre ce dans quoi je suis bon et de le transmettre aux autres. Donc, je pense que le vrai défi serait d'aller voir ce dans quoi vous êtes bon, puis de réfléchir à la façon dont vous pouvez transmettre cette compétence aux autres. Beaucoup pensent, il y a des sans-abri, je donne de l'argent. Mais sans expertise, on n'utilise pas vraiment ces compétences. Donc ce que je dirais, c'est que si vous êtes un expert en informatique, allez enseigner l'informatique à un enfant. Si vous êtes artiste, enseignez votre art à un enfant en partageant ce qui correspond à votre spécialité et là où vous pouvez apporter le plus. Nous avons interviewé Erik Jorgensen, créateur d'un cours entier sur l'effet de levier, qui expliquera comment l'appliquer à votre vie. Alors, automatisez ce que vous pouvez, déléguez ce que vous pouvez, éliminez ces différentes choses afin d'appliquer davantage d'effets de levier à tous les objectifs que vous essayez d'atteindre. Et en réalité, ce que vous exprimez, c'est mettre l'effet de levier au service de l'aide aux autres. L'argent est utile, l'argent est fongible, l'argent c'est bien, mais quand c'est quelque chose dans lequel vous avez investi une quantité disproportionnée de votre temps et que vous pouvez ensuite faire gagner du temps à quelqu'un sur ce point, cela va vraiment avoir un impact. Absolument. Magnifique, j'adore ce défi, c'est un de mes préférés. David, ça a été fantastique, merci beaucoup d'être venu dans l'émission. Merci beaucoup. Discussion approfondie avec David Brumley. J'espère que tout le monde passe une excellente journée. Merci d'avoir suivi notre échange avec David. Si cela vous a plu, vous aimerez sûrement aussi notre précédente conversation avec Erik Jorgensen, auteur de l'Almanach of Naval Ravikant. Nous parlons plus en détail du pouvoir de l'effet de levier et de la façon d'en utiliser davantage vous-même.